ce que nous allons faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique dessus, bah, ce label-là doit se déplacer pour se positionner un peu plus haut, ok, pour créer cet effet. Et donc pour ça, on va devoir dire ceci, bah, lorsque mon input a le focus, eh bien on doit déplacer le label. Alors, vous vous souvenez de la position de l'emplacement du label. On l'avait placé après le input. Alors, vous allez certainement vous demander pourquoi. Alors, c'était pour faire en sorte qu'on puisse être en mesure de le cibler, ok, en écoutant le focus sur cet élément. Et vous vous souvenez que dans la vidéo sur les sélecteurs avancés, je vous ai parlé des sélecteurs de fratrie. Ok. Et les sélecteurs de fratrie permettaient en fait de cibler quelque chose, en fait cibler une balise frère d'une balise quelconque. Okay, balise frère telle que ici c'est input, je veux pouvoir cibler sa balise frère. Mais généralement la balise frère doit se placer juste après le input. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons placé le label ici. Donc on va pouvoir dire, lorsque le label est en mode focus, ok, cible en fait la div qui vient juste après, donc son frère qui vient juste après. Alors si on mettait le label avant, bah, on n'aura pas vraiment la possibilité de le dire. Et donc ici on va écrire un nouveau code, on va dire from group input focus et plus label. Ok. Alors donc, lorsqu'il y a le focus, qu'est-ce qui doit se passer? Notre label doit se déplacer pour aller un peu plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On dira simplement top, ok, à 0 pixel. Maintenant, si je reviens, vous voyez, mon label, il a décalé. Maintenant qu'il perd le focus, mon label revient à sa place. Si je le donne le focus, mon label se déplace. Il perd le focus, il revient à sa place. Je le donne le focus, il remonte. Ok. On aurait pu le positionner également à 5 pixels, histoire qu'il ne soit pas trop coincé. Voilà. Et on peut faire encore mieux. On va le mettre à 2 pixels. Et ensuite, on va réduire un peu la taille du label. Donc, on va dire font size, on va dire peut-être à 14 pixels. Voilà. Ah, c'est un peu plus propre. Alors, cet effet, si vous remarquez bien cet effet, c'est l'effet que vous avez sur les inputs en fait de LinkedIn, par exemple. Ok. Lorsqu'il perd le focus, il revient au focus, il se déplace. Mais vous allez voir que c'est trop sec en fait. Ok. C'est trop sec. Alors, ce qu'on va faire, on va gérer une petite animation. Alors, les animations, on le verra dans le chapitre prochain, ok, lorsque nous allons parler des effets. Mais pour l'instant, vous allez simplement insérer ce code. On va dire transition, on dit 0.1 seconde. Mettez simplement ceci. Désormais, constatez, dès que je clique, il y a... excusez-moi, je pense que j'ai fait une erreur. Transition. Je l'ai appliqué sur quoi déjà? Alors, on va dire 0,2 secondes. Voilà. Et là, remarquez, vous voyez, en fait, ce n'est plus aussi sec qu'avant. On sent vraiment le déplacement, en fait. C'est juste qu'en 0,1 seconde, c'était un peu trop rapide, mais en augmentant un peu la durée, vous voyez que ça devient un peu plus fluide. Donc, je vais vous expliquer les transitions dans la prochaine vidéo. Par contre, ici, quand on saisit, c'est bon, mais sauf que vous allez remarquer, s'il perd encore le focus, comment on l'appelle, le texte, en fait, le label revient à la position de départ. Alors qu'on aimerait, si le champ est rempli, bah, que le label garde sa position flottante. Et donc pour ça, on peut utiliser un autre pseudo classe, on va dire ceci, point form group input, valide, et on cible toujours le label. Alors cette syntaxe, je pense que je vous l'ai expliqué. En fait, lorsque vous placez une virgule entre plusieurs sélecteurs, c'est équivalent en fait à dire applique cette règle CSS à tous ceux qui obéissent au premier sélecteur et au deuxième sélecteur. Donc on dit, alors ici, vous voyez que cette fois-ci, le label flottant ne redescend plus. Alors le valide en fait c'est quoi? Le valide c'est un pseudo-classe qui permet de valider un input en fonction de son contenu. Donc si le contenu placé à l'intérieur du input en fait est valide, ok, ben à ce moment-là, enfin si le contenu respecte en tout cas les contraintes que nous avons appliquées, à ce moment-là on considère que le input est valide. Et donc ici on dit simplement, bah, si le input est valide, dans ce cas le label aussi doit garder sa position flottante. Et si l'input n'est pas valide, normalement il est censé redescendre. Et vous allez voir que là il ne redescend pas. Ok.
il ne redescend tout simplement pas. Alors, pourquoi? Alors, tout simplement parce que ici, le problème avec la propriété valide, c'est qu'il tient compte en tout cas de quelques attributs que vous allez spécifier ici. Par exemple, require. Ok. Donc il y a des contraintes en fait qui doivent être valides pour certains types de saisies. Par exemple, pour le mail, il faut qu'il y ait l'arrobase. Donc s'il n'y a pas l'arrobase, il considère que ce n'est pas valide. Donc vous voyez que c'est pas vraiment ce qu'on veut faire en fait. Vous voyez, c'est pas vraiment ce que nous voulons faire. Donc là, si je fais ceci, ok. Si je reviens là, vous voyez que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté require. Require signifie que ce champ est requis. Et donc si jamais je me retrouve avec un champ qui n'est pas requis, là, par contre, bah, ça ne va pas marcher. Donc vous voyez que dès que je mets un requis, il sait que pour que le champ soit valide, il faudrait qu'il ait quelque chose à l'intérieur. Et donc du coup, bah, ce pseudo-classe devient valide. Mais si je ne mets pas requis, bah, ça devient problématique. Et donc ça limite un peu en fait ce que nous voulons faire. Alors que nous voulons uniquement vérifier s'il y a un contenu, bah, ça se déplace. S'il n'y a pas de contenu, bah, ça ne s'affiche pas. Alors heureusement, il y a un autre moyen pour le faire. Et pour ça, c'est là où le placeholder entre en action. Alors dans les deux cas, on a toujours besoin d'un attribut. Mais vous allez voir qu'avec le placeholder, c'est un peu plus simple. Alors jusque-là, notre placeholder est masqué. Alors en réalité, le placeholder n'est pas masqué. La couleur est simplement sur transparent pour éviter qu'il ne soit visible. Et donc, heureusement pour nous, il existe en fait des pseudo-classes qui permettent de savoir si le placeholder est actuellement visible ou pas. Alors, vous allez vous demander quel est l'intérêt de savoir si le placeholder est visible ou pas. Je vais insérer un autre input ici, toujours le même input avec toujours un placeholder. Ok, cette fois-ci, pas de label. Regardez ce qui va se passer. Si je me mets à saisir, qu'est-ce que vous constatez? Le placeholder disparaît. Donc ça signifie simplement, si le placeholder est visible, ça veut dire que notre champ de saisie est vide. Et si le placeholder n'est pas visible, ça veut dire que notre champ de saisie, il y a quelque chose à l'intérieur. Et donc du coup, on va simplement dire, bah, si le placeholder est visible, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Dans ce cas, le label doit également garder sa position flottante. Ok. Donc ici, on va dire ceci. Alors, si je mettais ceci, je mettais placeholder show, donc le pseudo-classe est placeholder show. Donc placeholder show signifie que le placeholder est visible. Ok. Or, si le placeholder est visible, ok, cela revenait à dire qu'il n'y a pas de texte à l'intérieur. Or, n'oubliez pas que le code que nous sommes en train d'insérer ici, c'est si le placeholder n'est pas visible. Alors, comment faire pour dire que le placeholder n'est pas visible? Alors, vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un autre pseudo-classe qu'on appelle note. Ok. Donc ici, je vais dire note. Ok. Et ensuite, je vais mettre encore deux points placeholder show. Donc en gros, c'est pour dire que l'attribut input, en fait, que le placeholder ne soit pas visible. Donc le note, en fait, applique ses propriétés sur l'ensemble des balises input, on va dire là où le placeholder n'est pas visible. Et tu sélectionnes le label qui vient juste après. Et donc à ce moment-là, vous voyez, notre effet est conservé. Si j'insère du contenu, le placeholder devient visible. Et là, tout est bon. Et vous allez voir que là, même si je retire le require ici, si je retire le require, vous allez constater que l'effet fonctionnera tout de même. Seulement, pour que cet effet fonctionne, vous avez obligatoirement besoin d'inclure un placeholder. Mais cela ne pose pas problème parce que le placeholder est invisible. Et donc à partir de là, je peux simplement copier ceci. Okay. Je vais dupliquer plusieurs fois. Et là, je veux dire email. Là, je veux mettre email. Là, email. Et là, je veux dire adresse email. Là, je veux dire password. Là également password. Là également password. Et là, je veux dire mot de passe. Et là, vous allez voir en fait la beauté avec le CSS et les sélecteurs. Ok.
Alors, ici, j'aurais pu mettre le placeholder vide, hein, ça marche aussi. Ok. J'aurais pu le laisser vide parce qu'il y a déjà le label qui joue en fait son rôle. Donc, j'aurais pu le retirer simplement. Donc, du moment que je l'ai inséré, c'est suffisant. Et donc là, vous voyez, j'ai les trois éléments. Attendez, excusez-moi. Ici, j'aurais dû mettre adresse email. Adresse email. Ok. Et donc là, vous voyez, j'ai inséré trois balises et mes trois balises ont automatiquement le même effet. Ok. Donc là, si je saisis et que je venais là, vous voyez, là, peu importe que le require soit là ou pas, vous voyez que mon formulaire conserve en fait son id. Alors, on aurait pu faire encore mieux. Ok, bon, pas mieux en fait, mais on aurait pu améliorer encore. On pourrait simplement dire ici, le padding, on va plutôt dire moins 10 pixels par exemple. Ok. Ensuite, on va faire un background color à white. Alors pourquoi? C'est pour nous rapprocher de l'effet de Google. Vous voyez, cette fois-ci, le placeholder se positionne sur la barre. Alors, je vais réduire un peu le pixel. Je vais dire 7 pixels. Okay. Là, vous voyez que le placeholder se positionne désormais sur la barre horizontale. Et ça, c'est l'effet que vous avez souvent sur Google. Je pense que si vous avez déjà utilisé les champs de saisie de Google, pensez que vous avez généralement cet effet. Et donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut combiner les pseudo-éléments. Ok, le pseudo-élément, le pseudo-classe, pour créer des effets quand même assez agréables. Voilà, donc ce sera tout pour les sélecteurs et les pseudo-éléments. Je vous donne donc rendez-vous dans les prochaines vidéos où nous allons parler de... Comment on appelle ça déjà? Bref, on va parler des transitions.